Bonjour la famille, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de résidence fiscale, d'expatriation fiscale, de comment ne plus payer ses impôts en France légalement. Donc voilà, j'ai fini une formation sur le sujet il y a de ça quelques jours et je vais débriefer le frérot Antonin, comme ça vous allez en profiter aussi. Avant de commencer, pensez tout de suite à vous abonner, envoyer un gros pouce bleu et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Antonin, mon ref, ça dit quoi? Comment ça va aujourd'hui? Ça va ou quoi? On est là, tranquille, mon gars. Franchement, normalement, je vais essayer d'envoyer des bonnes pépites aujourd'hui. Donc, comment déterminer la résidence fiscale? Qu'est-ce que c'est la résidence fiscale? Comment on la détermine? Donc, il y a l'article 4 du CGI qui dit que les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Les entreprises dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leur seule source de revenus de source française. Donc, tu as le code du CGI qui explique que, en gros, si ton entreprise elle tire ses revenus de la France, techniquement, tu dois payer des impôts en France. Grosso modo, les entreprises et les personnes qui doivent payer des impôts en France, c'est les personnes qui ont leur siège, leur résidence fiscale en France. OK? Et le code dit aussi que une entreprise qui tire ses revenus de France est imposable en France simplement parce qu'elle tire ses revenus de France. OK? Ouais, mais get, attends. La résidence fiscale, ça n'a rien à voir avec la société, si? Et si parce qu'en fait, qu'entrepreneur, dirigeant d'entreprise, créateur d'entreprise, en fait, soit tu vas être imposable sur tes revenus, soit tu vas être imposable sur ta société, mais dans tous les cas, c'est fortement lié à l'endroit où tu habites. Donc, il y a 3 critères qui déterminent la résidence fiscale en France d'une entreprise. Tu as les personnes qui ont en France leur foyer ou leur séjour principal, leur lieu de séjour principal. Donc, c'est 6 mois, c'est ça? Il faut passer En gros, Ça la dépend des résidence pays. fiscale, c'est quand tu passes à peu près 6 mois dans un pays. En fait, ça dépend des pays. Il y a plein de critères. Le mieux, en gros, c'est de les cumuler, en fait. Plus tu cumules de critères et plus tu as de chances que tu sois reconnu en tant que résident fiscal quelque part. Ok. OK. Celles qui exercent une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles n'établissent que cette activité est exercée en France à titre accessoire. Donc, en gros, c'est celles qui exercent, les personnes ou les entreprises qui exercent une activité en France, sauf si tu déclares officiellement qu'en gros, c'est à titre exceptionnel que tu exerces en France. Et le troisième critère, c'est celles qui, en France, ont leur centre d'intérêt économique. Donc, tu vois bien que c'est hyper large. Centre d'intérêt économique, ça peut vouloir dire les clients, ça peut vouloir dire le siège de décision. C'est hyper large. Ça peut vouloir dire les partenaires économiques. Donc, c'est hyper large. Et il faut savoir qu'un seul de ces critères permet d'être résident fiscal en France. Tu n'as pas besoin d'avoir les 3, en fait, tu vois. Tu as juste besoin d'en avoir qu'un seul. Ok. En gros, ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que lorsque tu vas dans un pays pour t'y installer fiscalement, tu dois tout faire pour te rapprocher de ce pays-là en termes de critères et tout faire pour t'éloigner de là où tu veux partir. Donc, il y a les deux. Tu dois faire attention à remplir les critères pour être résident là où tu veux aller et ne plus remplir les critères là où tu veux quitter. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment si on suit juste le code, les lois françaises. Et on voit qu'en fait, ça fait un peu peur parce qu'on se dit, mais comment on va faire pour pouvoir être résident autre part, sachant que si tu as juste des clients en France, d'après eux, tu es censé payer des impôts en France. Mais t'inquiète pas, il y a une solution. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle le conflit de résidence fiscale. Le conflit de résidence fiscale, c'est ce qu'on veut en fait. Le conflit de résidence fiscale, c'est quand le contribuable s'inscrit dans les conditions de résidence fiscale de 2 pays ou plus à la fois. Donc, considéré comme résident fiscal dans plusieurs pays. OK? Donc, typiquement, tu as tes clients en France, mais toi et ton entreprise, vous n'êtes plus en France, vous êtes dans un autre pays. Bah, en fait, vu que tu as tes centres économiques en France, tu es censé être imposable en France, mais vu que tu n'habites pas en France et que ton entreprise n'est pas en France, elle est dans un autre pays, ça veut dire qu'en fait, tu vas cocher les cases du nouveau pays où tu veux aller. Du coup, tu te retrouves imposable dans les deux. Parce que, imagine, tu vas t'installer, je ne sais pas, moi, n'importe où. Ils vont te dire, bah ouais, mais mon pote, tu habites chez nous, ton entreprise, elle réside chez nous. Ouais, c'est Bah, deux faut que tu contre un. payes En des gros, impôts à la maison, en fait. Après, c'est là où c'est le plus, en fait. C'est là où tu es le plus proche de tous les critères réunis, quoi. Où tu as le plus de critères, en fait.
Bah ouais, mais là, tu combines. Bah oui, tu as le plus de critères, mais tu combines les critères pour deux pays. Parce qu'en fait, si tu habites je sais pas, on va dire que tu habites au Panama. Non, Ton mais j'ai compris, mais entreprise, regarde, 2 secondes, je te coupe. Là, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit qu'il y avait 3 critères, en gros. Ben là, imaginons où tu habites, tu avais 2 critères et en France, tu avais un seul critère. Parce que décision, tu le fais dans le pays où tu habites et plus tu habites dans ce pays-là. Et en France, par exemple, tu as juste tes clients. Donc, en fait, comme tu as 2 critères dans l'autre, ça compte plus, non? Ou... pas du tout. Non, non, ça compte pas plus. C'est ça qu'il faut bien noter. En fait, dans ce cas-là, si tu as tes centres économiques en France, donc ton entreprise, elle a des clients en France. Par contre, toi, tu habites au Panama et ton entreprise, elle réside aussi au Panama. En fait, tu coches les cases du Panama et de la France. Mais il n'y a Je pas prends de le un Pan- plus que l'autre. Il n'y a pas un plus que l'autre. Tu Dès que tu coches coches une case, en gros, c'est éligible, ben, ça va se exactement compléter. éligible. Après, tu peux renforcer. En fait, tu renforces ta résidence. Bon, on va y venir. Mais en gros, grosso modo, la base, c'est ça. Tu coches au moins un des critères. Ça veut dire que tu es imposable en France. Après, tu coches les pays dans un autre critère. Tu es imposable dans l'autre pays. Et c'est là que ça devient intéressant. Par contre, juste, il faut savoir un truc, précision par rapport à ça. Si un jour vous vous retrouvez dans une situation de double imposition, il ne faut surtout pas payer en fait 2 fois. Il ne faut surtout pas payer 2 fois parce que ton argent, tu vas galérer avant de le récupérer. Ça, c'est le petit chips. Ben, Parce que c'est quoi? Tu après, vas avoir plus rien. Tu vas te retrouver à zéro, quoi. pourquoi à zéro? Ben, si tu payes dans 2 pays, je sais pas, moi, tu payes Ah 40% ouais, ici, 20% ici, c'est ah quoi? ouais, Tu ah ouais. n'as plus rien? Bah, c'est ça en fait. Oui, bah, déjà, mais après, imagine, demain, la France, ils viennent te voir, ils te disent, tu dois payer chez nous. Le Brésil, ils viennent te voir, ils disent, tu dois payer chez nous. Faut pas paniquer en fait. Tu vois, faut pas Et dans, paniquer. et dans cette situation-là, tu fais quoi? En gros, tu leur Tu vas expliques, avoir un courrier, expert etc. fiscaliste. Bah, soit tu regardes les vidéos de Gabi Antonin, ça, tu vas voir un expert fiscaliste. Tu as C'est deux mieux d'avoir un solutions. état fiscaliste à mon propos, je te mens pas. Pour Attends. qu'il te résout Regarde tout nos ça. vidéos déjà. D'abord, regarde nos vidéos, après, on va voir l'expert. Bon, du coup, je continue. Donc voilà, juste petit tips. Voilà, tu te retrouves dans une situation de double imposition. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas payer 2 fois, sinon ton argent, en Mais gros, ça arrive. C'est possible que ça arrive. c'est ce qu'on veut en fait. Tu vas comprendre pourquoi. C'est ce qu'on veut, mais on ne veut pas payer 2 fois. Nous, on veut être imposable dans 2 pays, mais par contre, on ne veut pas payer 2 fois. Donc, Ok. pourquoi? Il y a quelque chose qui s'appelle les conventions de non-double imposition, et ça, c'est un des trucs les plus importants. Qu'est-ce que ça veut dire? Convention de double imposition. Élimine la double imposition des revenus par l'État dont le contribuable est résident. Il faut savoir quelque chose, c'est qu'en France, les traités sont supérieurs aux lois, sachant que les conventions de double imposition donc, sont des traités. Les traités donc, internationaux sont supérieurs aux lois dans le cas où la loi n'est pas claire sur le sujet. Et en l'occurrence, là, en France, la loi n'est, enfin dans le monde sur ce sujet-là, la loi n'est pas claire sur le sujet. Donc, ce sont les traités internationaux qui ont plus de puissance que les lois des pays. OK? Ok. Et donc, les traités sont supérieurs aux lois. Dans le cas où la loi n'est pas claire sur le sujet, c'est pourquoi les conventions de double imposition sont très puissantes. Donc, ça, info à noter. Je continue la démonstration. Il existe deux J'ai grands noté. types de sociétés. Il existe 2 grands types de sociétés dans le monde. Les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Sociétés de capitaux, impôt sur les sociétés qui peut être sur le chiffre d'affaires ou le bénéfice, mais généralement, ça va être sur le bénéfice, plus résidence fiscale déterminée par rapport à ton établissement stable, c'est-à-dire ton siège de décision. Où est basée ton entreprise au quotidien, d'où est-ce que tu travailles, d'où est-ce que tu prends les décisions. Société de personnes, impôt sur les personnes, sur les revenus principalement, plus domicile fiscal déterminé par rapport au lieu de résidence personnelle. OK? Sachant que le mieux, c'est toujours de combiner le max. Le mieux, tu combines lieu de résidence personnelle plus établissement stable. Tu es quasiment sûr d'être en gros, tu es quasiment sûr d'être considéré comme résidence fiscale là où tu habites en fait, là où tu veux. Et sachant qu'il faut savoir aussi que les sociétés de personnes, c'est une responsabilité indéfinie et solidaire des associés. Et ça, c'est hyper important. Ça veut dire qu'en gros, si ton entreprise a un problème, tu es engagé personnellement dans les dettes de ton entreprise. Et ça, on ne veut pas, normalement. Tu vois, enfin, moi, je ne veux pas. Personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout. Tu vois, demain, tu as une galère avec ton entreprise, tu es en responsabilité illimitée. Tu vas te retrouver dans la merde personnellement. Et en plus de ça, il faut savoir qu'en termes de gestion, les sociétés de personnes vont être plus compliquées à gérer que les sociétés de capitaux, notamment parce que c'est l'impôt sur les personnes qui est plus lourd fiscalement, administrativement, que l'impôt sur les revenus.
Et tu as les sociétés de capitaux, qui sont les sociétés les plus répandues dans le monde. Cession de titres beaucoup plus simple, impôt sur le bénéfice ou sur le CA de manière plus exceptionnelle, responsabilité limitée. Donc, demain, tu as une galère avec ton entreprise, grosso modo, tu es couvert personnellement. Il faut savoir que les deux… Je termine juste 10 secondes et après, tu me dis. Il faut savoir que les deux types de sociétés, elles peuvent combiner les deux types d'impôts. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux être imposé aussi bien sur ton résultat d'entreprise que lorsque tu sors de l'argent. Pour résumer, plus on gagne, plus on est taxé. Ouais, logique. Après, pour résumer, c'est mieux d'avoir une société à capital qu'une société personnelle. Si tu as le choix, vaut mieux prendre une société de capitaux. Ouais. Si tu as le choix. Mais ça, du coup, on va dire quelqu'un qui commence là. Il ne veut pas être imposé. Ça, c'est pour quelqu'un qui a déjà ouvert sa société en France ou c'est pour quelqu'un qui commence à ouvrir sa société dans un autre pays ou c'est pourquoi en fait? Moi, personnellement, j'ai envie de te dire qu'au début, quand tu te lances dans le business, il faut focus sur ce qui est important. Et ce qui est important, c'est la vente. Ce n'est pas ouvrir une société à l'autre bout du monde. Non, je sais, mais là, tu parles pourquoi? Pour quelqu'un qui est en France, en gros, qui est en train d'ouvrir sa société. Non, je parle pour quelqu'un qui a… Non, parce que quelqu'un qui est en train d'ouvrir une société, pour moi, il ne doit pas réfléchir à l'expatriation fiscale parce qu'il doit se concentrer sur faire du business. Là, moi, je parle pour les gens qui sont dans mon cas, quelqu'un qui a déjà une activité, qui commence à faire des sous, qui voit la patate arriver en gros de l'État français et qui a envie de trouver une solution pour pas en gros se faire lessiver 50% de son bénéfice. Ce que tu veux dire, c'est qu'en gros, tu peux changer en cours de route, c'est pas grave. C'est pas une fois que tu as fait, ça y est, c'est mort en fait. Ah non, tu peux changer tous les ans, tu peux changer carrément. Ok, bah voilà, c'est bien, ça c'est bien de le dire comme ça, les gens peuvent savoir, tu vois que… Par contre, ça coûte des sous et ça coûte du temps de changer, tu vois. Okay. Et tu vas peut-être devoir changer d'endroit où tu habites, en gros. Bah, changer de démarche administrative, par rapport au lieu où tu habites, faire les démarches, payer les trucs, les comptables, les machins. Donc, c'est toujours des frais et du temps, en fait, que tu engages, forcément. Mais oui, tu peux changer, tu n'es pas du tout engagé, en fait, hein, quand tu commences là-dedans. Donc, voilà un peu pour différencier les deux grands types de sociétés. Donc, là, on va rentrer dans le vif du sujet. L'enjeu de la domiciliation d'entreprise, qu'est-ce que l'expatriation fiscale? Et qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport à l'expatriation fiscale? Déjà, il faut faire une différence entre ce qui est légal et ce qui n'est pas légal. L'expatriation fiscale, c'est 100% légal. Ce qui est illégal, c'est l'évasion fiscale, c'est-à-dire, donc la définition officielle, c'est placer tout ou une partie de son patrimoine dans un pays étranger sans s'y déclarer comme résident. Ce qui est légal, c'est de ne pas déclarer son capital et ce que tu détiens dans le pays où tu es résident fiscalement. Voilà ce qui est illégal. En fait, en gros, si tu es résident fiscal dans un autre pays que la France, tu n'as rien besoin de donner à la France, en gros. Tu dois leur prouver que tu n'es plus résident fiscal en France et que tu es bien résident fiscal là-bas. Mais tu n'as pas besoin de leur montrer combien tu gagnes, combien ci, combien ça, en gros. C'est ça que tu es en train de me dire. Non, moi, ce que je dis, c'est que ce qui est illégal, c'est de résider fiscalement dans un pays et de ne pas déclarer ce que tu as et ce que tu gagnes. Ok, mais par exemple, tu peux être français et au final avoir une résidence fiscale dans un autre pays où tu n'as même pas la carte d'identité de l'autre pays. Et en gros, c'est là-bas, c'est à eux que tu dois des comptes, c'est pas à la France. Exactement. Okay. À qui tu dois payer. Ça n'a pas à voir avec ta nationalité, entre guillemets. Ça n'a pas à voir avec ta nationalité. Même si, bien sûr, vu qu'on est français, de base, on est imposable fiscalement là-bas. Mais voilà, ce qui est illégal, c'est de ne pas déclarer à la France, en gros, de ne pas déclarer ce que tu gagnes et ce que tu possèdes dans le pays où tu es résident fiscalement. Voilà ce qui est illégal. Donc ça, c'est hyper important. Donc ça s'appelle l'évasion fiscale. Par contre, l'expatriation fiscale, c'est changer de résidence fiscale. Et on utilise ce terme pour les personnes qui veulent payer moins d'impôts. L'expatriation ou exil fiscal sont autorisés par la loi. Tu changes de résidence fiscale, tu déclares tout ce que tu gagnes et tout ce que tu fais. C'est tout à fait légal. Il y a une autre définition à connaître qui est l'abus de droit. C'est un pouvoir qu'a l'administration française qui lui permet de déterminer en fait que même si tu es légal dans ce que tu fais, tu as abusé du droit. Et du coup, on va te réprimander. Donc, même si tu es légal, sur le papier, tu es légal, tu es en situation en règle,
Mais si l'État détermine qu'en gros, tu es en train d'abuser du truc, boum, on te passe en illégalité. Donc, ça veut dire qu'en gros, il faut savoir un truc, c'est que c'est un dossier qui est lourd et qui ne peut pas être traité par un petit fonctionnaire, grosso modo. On doit mettre une équipe sur l'État doit mettre une équipe sur le coup, doivent mobiliser des gens, etc. Et il faut savoir aussi donc, que c'est une règle qui va dans le sens du contribuable, qui va plutôt servir le contribuable parce que c'est lourd à faire, etc. Mais par contre, il faut savoir que voilà, le jour où ils veulent vraiment t'emmerder, si toi, tu as abusé, tu étais un peu border, ils vont pas te couper. Par rapport à où est ton établissement stable, en fait, c'est ça qui va être important, c'est où est ton siège de décision. C'est une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou une partie de son activité. Donc, installation fixe par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou une partie de son activité. Ça peut être un local, donc ça peut être un emplacement à disposition, ça peut être un domicile personnel, ça peut être les locaux d'une autre entreprise, ça peut être un peu tout ce que tu veux en fait. Par contre, ça doit être un endroit fixe. Donc, qui dit fixe dit que ça n'a pas été créé dans un but temporaire. Et aussi, l'entreprise doit travailler au moyen de l'installation de l'établissement stable. OK? Donc, en gros, ça doit être créé de manière fixe, permanente, entre guillemets, pour 1 an, par exemple. Voilà, en tout cas, pas de manière temporaire. Ça peut être tout type de local ou d'endroit. Et l'entreprise doit officiellement exercer l'activité au travers de cet établissement stable-là. En gros, tu as un local, c'est là où il y a tes prises de décision, ça marche. Ouais, ça marche. Voilà. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il te faut juste un local dans le pays où tu veux payer des impôts sur ta société. Un local plus ouvrir la boîte là-bas. Ok. Mais c'est tout, rien de plus. Tu n'as pas besoin d'habiter dans la société, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as besoin d'habiter dans le pays, je veux dire. Bah, ça dépend du type de boîte, ça dépend des critères des pays, ça dépend du type de société. Mais il faut partir du principe que en fait, une résidence fiscale, ça se renforce. C'est un truc qui se renforce. Ça veut dire que plus tu coches de critères, plus on ne pourra jamais venir te voir en te disant qu'est-ce que tu fais là? Tu dois payer des impôts à la maison. En gros, ça se renforce. Donc, si, en fait, sur le papier, d'ailleurs, on va y revenir tout à l'heure, mais en gros, sur le papier, ouvrir une boîte dans un pays plus avoir une adresse, ça suffit. Par contre, le jour où ils viennent un peu gratter, à quel niveau tu as solidifié ta résidence fiscale? Est-ce que tu habites là-bas? Est-ce que machin? Donc voilà, et après, mais les 2 principaux critères, ça va être y habiter et avoir son entreprise là-bas, tu vois. J'avais posé 2-3 questions par mail et il m'a fait une réponse. Il y a quelque chose qui s'appelle une adresse de domiciliation. En gros, ça te permet de payer pour avoir un siège social dans le pays où tu veux et donc être imposé là-bas. Par exemple, ce que tu peux faire, c'est payer une adresse là-bas. Et en fait, techniquement, ça pourrait suffire à être imposé là-bas. Le truc, c'est que, comme je te disais, une résidence fiscale, ça se renforce. Donc, à chacun de voir à quel niveau il a envie d'être renforcé et à quel niveau il a envie d'être en règle. Sur le papier, tu peux juste prendre une adresse fiscale, par exemple, dans un pays en Europe, en Lituanie. Tu payes 0% sur les sociétés, 20% sur les salaires et tu es réglé, tu n'as même pas besoin d'habiter là-bas. Maintenant, à toi de voir. Est-ce que tu as envie d'être au niveau 0 de la consolidation de la résidence fiscale ou est-ce que tu as envie d'être au max et de quand même aller habiter là-bas un peu pour remplir un maximum de critères? OK? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et il faut savoir aussi que l'inconvénient sur ces adresses de domiciliation, c'est qu'on peut être 10-20 sur la même adresse. 10-20 entreprises sur la même adresse. Ce qui fait qu'en fait, il suffit qu'il y ait une société qui soit bancale parmi ces 10 ou 20 sociétés pour que l'administration s'intéresse à tout le groupement et finisse par te remonter. Et ensuite, il y a autre chose qu'il faut savoir, c'est que si on a une société de personnes, chacun est imposé, donc quand je dis chacun, c'est les associés, sont imposés sur le bénéfice à hauteur de son pourcentage de propriété de l'entreprise dans le pays où il habite. Donc, grosso modo… Donc les dividendes, de ce que tu es en train de me dire, c'est que les dividendes, tu es imposé par rapport à où tu habites, selon comment c'est la règle dans le pays où tu habites. Si tu as une société de personnes. Si tu as une société de personnes. Et comment on sait si c'est une société de personnes ou pas? Ça, c'est selon le pays où tu l'as créé. Ça, c'est la structure de base. Bah, c'est la structure de base, en fait. Tu le sais directement à la base si tu es sur une société de capitaux ou une société de personnes. Donc, ça veut dire que grosso modo, parce que par exemple, pourquoi j'avais posé cette question, c'est que nous, on est 3 associés. Moi, je suis nomade. Mes 2 autres associés, ils sont en France pour le moment. Du coup, on se demande comment on fait.
quand tu as une société de personnes, je reviens par rapport à ce qu'on disait, tu es imposé par rapport à ta personne sur tes revenus, donc par rapport au lieu où tu habites. Donc, ce qui fait qu'en fait, si moi, j'habite dans un pays où c'est 0% et mes associés, ils habitent dans un pays où c'est 20%, eh ben, tu peux quand même réussir à être à 0 toi et 20% les autres parce que tu es résident fiscal dans le pays qui t'intéresse, mais ça marche que dans les sociétés de personnes. Mais vu qu'on a dit que les sociétés de personnes, c'était responsabilité illimitée, bah, galère un peu, tu vois. Donc, voilà. Donc voilà, je vais essayer de résumer. En fait, pour moi, de ce que je retiens et ce que je voudrais vous inviter à retenir, grosso modo, il y a 2 variables. En fait, le truc le plus important, c'est le type de société. Société de capitaux ou société de personnes. Parce que de là, ça va déterminer le type d'imposition, soit aux revenus, soit aux bénéfices. Et le type de société, l'autre chose qui va être importante, ça va être, bah, il y en a un, c'est par rapport à où tu habites toi personnellement, et l'autre, c'est où habite ta société. Okay. Le type de société pour savoir si tu vas être dépendant de ton lieu de résidence ou de ton établissement fixe, et ton établissement stable, et pour savoir le type d'impôt, si c'est sur le bénéfice ou si c'est sur le revenu. Voilà. Mais sachant que le plus important, c'est de résider fiscalement là où tu veux payer des impôts, et le but, c'est de consolider au maximum ta résidence fiscale. Donc, le mieux, c'est d'avoir les deux, finalement. Si, imaginons, tu es imposable, tout à l'heure, tu as dit, on veut être imposable dans 2 pays, mais ne pas payer 2 fois. Et tu n'as pas dit pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on veut être imposable dans 2 pays? Pour pouvoir profiter des conventions de non-double imposition. Ah, mais si on n'est que dans un seul pays, dans tous les cas, il n'y a pas de double imposition. Et non, parce que tu oublies que, en fait, dans le code du CGI, article 4A, il t'explique que… Comme tu es français, tu es censé payer en France. C'est même pas tes français, pas tes intérêts économiques en France. Tes clients sont en France. Ta banque est en France. Tes partenaires commerciaux sont en France. Donc, techniquement, tu es censé payer en France. Sauf que vu que tu es résident fiscal dans un autre endroit, tu te retrouves dans cette situation où tu dois de l'argent à 2 États. Et là, c'est là que les conventions de non-double imposition rentrent en jeu. En gros, ça veut dire qu'il y a 2 États qui se mettent d'accord pour savoir qui va taxer quoi. Dans le cas où quelqu'un est imposable dans 2 pays. Je prends un exemple. La France et le Brésil se mettent d'accord. Et ils vont dire, OK, toi, le Brésil, tu vas prendre tous les bénéfices liés à l'immobilier. Toi, tu vas prendre tous les bénéfices liés à ça. Toi, tu vas prendre tous les… Donc, il faut faire gaffe, en fait, par rapport à la convention de non-double imposition, quels sont les types de revenus qui sont pris en compte, en fait. Parce qu'ils peuvent se répartir le gâteau. OK. Ils peuvent se vraiment un accord comme ça et tout. Traités internationaux, apparemment, hein, c'est ce que j'ai découvert. Hein. Je pense que j'ai essayé de clarifier au mieux. Ouais, c'est un bon début déjà pour que les gens ils comprennent un peu. Et qu'en fait, c'est possible, quoi. C'est possible. Ouais, c'est possible. Bah après, l'objectif, c'est que c'est surtout si tu n'habites pas en France, on va dire, et que tu ne veux pas payer énormément d'impôts. Faut être prêt à bouger de France. En vrai, si tu habites en France, tu fais ta vie en France, en vrai, reste en France, tu vois. Bah, si tu fais ta vie en France, de toute façon, tu paieras tes impôts en France, hein, légalement. Voilà, donc dans tous les cas, ça, c'est pour les gens qui veulent voyager. n'habitent plus en France ou qui veulent bouger. Qui, en vrai, ne sont pas en France. Ou qui veulent. Ou les gens qui veulent plus payer d'impôts et qui sont prêts à bouger, quoi. Qui sont prêts à bouger. Et qui sont prêts à bouger, voilà. Mais en gros, il ne faut plus que tu sois en France. Ok, la famille, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu, que c'était clair, que ça vous a aidé. Faites ce que vous avez à faire, les gars. Et les filles, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Gabriel et Antonin. À très bientôt. Ciao. À bientôt, les frérots.